Et on est parti pour les commentaires de la semaine. Alors je précise évidemment, élément important, ce sont les commentaires de la semaine hors vidéo sur Didier Raoult, où là je vous renvoie sur ma vidéo réponse au Corona sceptique. Bref, fallait que je trouve un titre, et un titre sur lequel on avait cliqué, hein. Business is business, hein, vous savez que j'aime l'argent, donc c'était important. Bref, on répond aux autres commentaires de la semaine, et on commence tout de suite avec... Paf La vidéo des commentaires de la semaine passée, hein, avec Farcus Meulart. Est-ce que... Attendez, je vérifie. Ok. Qui nous dit: désolé, j'envoie plusieurs messages, mais je voulais pas faire un gros bloc avec plusieurs idées. Il n'y a aucun problème. Le terme. Oui, alors il y a aucun problème, mais quand même, essayez de mettre tous vos messages en une fois, c'est plus pratique. Maintenant, si vous le faites pas, c'est pas grave, on ne va pas mourir. Le terme restauration a changé à travers le temps. Aujourd'hui, pour la restauration, grâce aux appareils photo ou autres appareils, nous pouvons reconstruire à l'identique un monument avec ou sans les mêmes matériaux. À l'époque de Viollet-le-Duc, quand on restaurait un monument, on lui rajoutait plusieurs nouveaux éléments du style artistique dérivé de l'art gothique, le néo-gothique. Nous pouvons citer comme exemple de la Grand Place et la flèche de la cathédrale ayant été construite par Viollet-le-Duc. La cathédrale Notre-Dame de Paris a sa construction, et celle après la restauration n'est pas la même, car elle possède beaucoup de nouvelles structures du néo-gothique. Voilà pourquoi je disais que la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a brûlé n'est plus l'originale, mais celle datant de la construction. Et cela est pareil pour de nombreuses cathédrales et monuments historiques de France. Je ne sais pas si ce que je veux dire est assez clair, et si, et justement c'est pour ça que je le lis. Merci beaucoup pour la précision, hein. C'était sur la fameuse cathédrale de Notre-Dame qui est reconstruite avec des bois, du bois centenaire, hein, ou deux centenaires. Alors certains m'ont dit il vaut mieux que ce soit dans la cathédrale qu'ils aillent plutôt que dans des meubles. Oui, c'est vrai que dans le fond, je ne sais pas si ces arbres auraient quand même été coupés ou non, mais c'était vraiment ce que je mettais en évidence, c'est est-ce que ça valait la peine si on les a coupés juste pour ça? Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Ou bien même si c'est pour des meubles luxueux, entre guillemets, pour lesquels ils allaient être coupés, est-ce que c'est pas mieux finalement que ce soit que ça nourrisse la demande en meubles luxueux et que la cathédrale soit faite avec les matériaux d'aujourd'hui, sachant justement qu'à l'époque on le faisait aussi avec les matériaux d'époque à chaque fois. Enfin bon bref, donc je trouvais cette précision intéressante, et venant apparemment de la part d'un restaurateur, c'est très intéressant. Bref, passons aux commentaires suivants. Les Belges détestent-ils les Français? Sur cette vidéo, là, Sailors nous dit: pour le match, ok, je comprends que les Belges n'ont pas apprécié, et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est surtout, en France en tout cas, l'interview après-match d'un joueur belge, je sais plus qui, je suis un footix aussi, qui a clairement critiqué le match, et quand t'es dans l'équipe en face, bah c'est sûr que tu vas mal le prendre et remettre une couche par-dessus, et c'est comme ça qu'on en est là. Mais bon, c'est rien, pour la prochaine Coupe du Monde, la France aura annexé la partie francophone de la Belgique, et on sera tous unis sous le même drapeau français. Et je lisais évidemment ce commentaire, car cela me semblait évident que c'était finalement la meilleure solution, une annexion par la France de la Belgique. Le seul problème que je voyais, et vous le voyez dans mon commentaire, dans ma réponse, c'est que je pense que les Flamands ne seront pas tout à fait d'accord. Je pense que là, il va falloir un petit peu négocier, mais on vous fait confiance, hein. Et puis ce sera plus notre merde, ce sera la vôtre, donc n'hésitez pas. Nous sommes ouverts aux propositions. Maintenant, l'autre souci, hein, c'est que je pense que nous ferons un club bruxellois avec les plus grosses pointures du football belge. Et bon, comme l'est le PSG, je pense que le club de Bruxelles sera bien meilleur. Enfin bon, bref, je veux pas m'attirer les foudres de la France, mais je pense que malheureusement, la Coupe des Champions, on risque de la gagner. Bref. Commentaire suivant, je ne veux pas rentrer dans ces débats, c'est polémique. Les Belges détestent-ils les Français? Toujours, hein. Nous avons Pierre 1.8 qui nous dit:
Tu ne parles pas trop de toutes les provocations des Belges, y compris des joueurs belges après le match. Mais c'est dommage pour le foot aujourd'hui, la Belgique n'est pas gagnée, c'était un match trop frustrant, la France a joué à rien, a joué à défendre avec 11 joueurs à 40 mètres de leur but, je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France. Des sportifs qui disent à cause de la déception, ça peut se comprendre, mais tout ça a aussi mis le feu aux poudres. Énormément de Belges sur les réseaux, dans les médias, n'ont pas arrêté de dire que la France ne méritait pas, que la France jouait à rien. Des analyses peu objectives compte tenu des données du match. Le match était serré, peu ouvert, et la France a profité d'une occasion. Forcément, avec tout ça, c'est plutôt compréhensible que les Français taquinent en retour. En soi, gagner un peu de temps, toutes les équipes le font assez régulièrement dans des moments cruciaux au foot. Évidemment, ce n'est pas une très bonne chose, mais il ne faut pas être hypocrite car c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Tout comme dans le foot, il y a régulièrement des moments de vice. Les joueurs qui gagnent du temps sur les fautes, les joueurs qui gagnent des mètres sur les touches, les fautes intentionnelles pour annihiler de grosses occasions, etc. Et les Belges ne sont pas exempts de tout ça. D'ailleurs, la Suisse a pas mal fait tourner en défense lors des prolongations, y compris avant le péno. La Suisse a gagné pas mal de temps comme ça, et je ne pense pas que les Belges s'offusquent tant que les Suisses ont fait ça. Ça fait partie du sport et les sportifs pros, peu importe les pays, vont exploiter les possibilités. Un sport aussi important que le foot, où plus de la moitié de la population s'y intéresse lors des grosses compétitions internationales, alors que le reste du temps s'en fout, exacerbe les rivalités. Et ça, c'est vrai. La langue et la proximité géographique sont aussi des éléments qui accentuent la rivalité. Chacun répond au chambrage et provoque de son côté. Ça, c'est beaucoup la base du foot. Tu dis ne pas beaucoup suivre le foot en dehors de Coupe du Monde, Euro, mais le foot en club, c'est aussi énormément de chambrage et provocation. C'est pas mal dans l'ADN du sport et plus particulièrement du foot qui ressemble énormément de monde sur une même passion. Et en effet, c'est vrai qu'en fait, dans la vidéo, ça m'a saoulé après quand j'ai lu ce commentaire, parce que celui-là me l'a mis en exergue. Disons qu'il y a une série de commentaires qui me reprochaient de ne pas assez parler de l'attitude des Belges, et c'est vrai qu'en plus, avant la vidéo, je m'étais dit, il faut que je parle de l'attitude des Belges, et pas que des Français, et j'ai moi-même en fait dérivé dans l'attitude des Français, et j'ai oublié de parler de l'attitude des Belges, alors qu'effectivement, il y a des choses que les Belges ont dit après le match, et qui était pas super fair-play et super réglo. Et c'était pas très cool. Alors après, je comprends qu'effectivement, c'était un match très frustrant et probablement encore plus pour les joueurs. Mais en fait, je pense que... en fait, c'est en parlant avec Thomas, un ami à moi, que je me suis rendu compte qu'effectivement le problème n'était pas tant comment la France avait joué, mais plutôt que les règles du football. Et ça, je pense que tout le monde sera entre guillemets assez peut-être d'accord dessus. Mais je trouve qu'au football, on est beaucoup trop permissif, le temps étant tellement fermé que du coup, tu peux perdre un quart d'heure tout en entraînant sur les fautes, etc. Alors qu'en fait, sans les rattraper par la suite. Alors que c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, ça devrait être, on devrait rattraper ce temps perdu. Et là où tu as totalement raison, c'est que bien sûr que les Belges l'ont déjà fait, les Français aussi, la Suisse l'a fait. Enfin bref. Mais pour moi, je vois moins de problèmes entre guillemets à une équipe qui joue le ballon en défense pour gagner du temps et faire des passes entre eux, parce que ça fait partie du jeu. Et bon, c'est un peu comme quelqu'un qui se promènerait avec le ballon, ou j'en sais rien, sur le terrain, quoi. Il faut que les joueurs réussissent à l'intercepter, etc. Ça fait partie du jeu. Mais par contre, j'ai vraiment un gros problème avec le fait qu'on puisse traîner sur les fautes comme ça, à ce point-là. Je trouve que ça devrait être réformé un petit peu, parce que même en tant que spectateur, c'est hyper chiant de regarder juste des joueurs, en fait, que ce soit d'un côté ou un autre. Et c'est ce que je voulais dire notamment, c'est que la Belgique avant jouait aussi énormément comme ça, sauf qu'elle était beaucoup plus mauvaise, une bien moins bonne cohésion d'équipe, je pense. Et du coup, en vrai, c'était hyper chiant, et personne regardait les matchs parce que c'était nul, mais c'était vraiment nul. Et maintenant, en fait, comme je l'avais dit, il y a une espèce de éthique, je vais dire footballistique, où les entraîneurs se disent on veut que la Belgique ait le niveau pour jouer agressivement, donc on va jouer agressivement et on va tenter de marquer des buts. Et si on fait 1-0, on va tenter d'aller chercher le 2-0 et pas juste se satisfaire du 1-0, quoi. Et faire en sorte que le public en ait pour son argent. Et c'est vrai que c'est pour ça en fait que les joueurs ont été, je pense, si frustrés, et que
la Belgique, de manière générale, les Belges ont été si frustrés. C'est qu'on a vu, en fait, simplement, effectivement, la France n'a pas démérité parce qu'elle joue quand même bien, elle a des très bons éléments, etc. Mais c'est plutôt dans la manière, je pense, effectivement, on aimerait voir un autre type de football. Mais là où je te rejoins totalement, c'est que ça justifie pas. Enfin, on peut être fâché contre le football et les règles, mais pas tant contre l'équipe qui les applique et qui a respecté les règles, quoi. Donc voilà. Bref. En tout cas, pour juste terminer la parenthèse, parce que je crois que c'est le dernier commentaire sur le football. En tout cas, je vois beaucoup d'articles. Est-ce que les Belges ou les Français deviendraient racistes, anti-belges, anti-français? Ils en sont quasiment à ça. Je pense qu'on en est encore. Enfin, on en est encore très loin, quoi. Calme, c'est juste un sport, c'est juste du chambrage, enfin, c'est calme. Tout va bien, hein. On vous aime, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous restez nos voisins et on ne peut pas vous lancer des tomates pourries et je pense pas que vous le ferez non plus. Donc, calme, c'est juste de la blague et les journalistes, soyez moins... soyez moins dramatiques, quoi, merde. Bon, commentaire suivant. C'était encore une fois sur les commentaires de la semaine, hein, de la semaine passée. D'un point de vue universitaire, donc c'était sur les universités, j'avais un prof en IUT. Ses partiels étaient pour moi le meilleur système. Il nous laissait tous les outils qu'il voulait, sauf le téléphone, faut pas déconner. On s'organisait comme on voulait. Tu voulais prendre tes cours, tu pouvais. Tu voulais prendre des fiches de révision, tu pouvais. Tu voulais réapprendre, tu pouvais. Lui, ce qu'il notait, c'est le résultat. Et je pense encore aujourd'hui que c'est la meilleure méthode, à la fois de notation et professionnelle. Et en effet, je suis totalement d'accord. Alors, Siri, tais-toi. Tant mieux. Ok. C'était la phase de Siri. Mais je suis totalement d'accord avec cette approche. Je trouve ça vraiment très cool. Parce que c'est finalement ça le plus important, en fait. C'est de savoir où trouver l'info, quand on a besoin de l'info. Et en fait, le fait de savoir où se trouve l'info, enfin, comment dire? En fait, tu es forcé d'étudier pour savoir où se trouvent les infos. Tu es forcé d'étudier pour savoir comment bien les utiliser. Et moi, ça, c'est ce qui me paraît être le plus important, en fait. Et donc, là, je te rejoins totalement, mon cher Derek Morgan. Je sais plus si j'avais lu ton pseudo. Mais je trouve que c'est totalement accurate. Et ce serait vraiment beau si, peut-être, tous les examinateurs se focalisaient là-dessus. Je crois que ça donnerait vraiment déjà une manière de coter beaucoup plus proche de la réalité et beaucoup plus juste. Prochain commentaire, pardon. Donc, c'était sur la vidéo de l'UCL. On a Dioclo Radio Open Mic qui nous fait une petite précision. Attention, le thème éther est vague et ne veut rien dire. Au 19e, le mouvement qui a généré le New Age, le pendule, le magnétisme, utilisait ce terme. Alan Kardec, par exemple, utilisait ce genre de foutaise pseudo-scientifique. Mais l'éther n'existe pas, bien à toi. Et en effet, je me souviens qu'effectivement, l'éther n'existe pas. C'est justement, l'éther rassemblait, c'était, comme je l'avais dit, hein, au début du 19e siècle, c'était un concept, c'était soi-disant une matière que l'on pensait qui existait, mais en fait, c'est pas une matière du tout, hein, l'éther. Alors, j'aurais dû reprendre la page Wikipédia parce que je suis un crétin, je ne l'ai pas préparé, évidemment, hein. Éther. En chimie, les éthers sont une famille de composés organiques. Voilà. Et donc, notamment, je pense que c'est pour ça hein, que ça a littéralement révolutionné la chimie, parce que du coup, il y a toute la chimie organique qui en découle. Bref, l'éther n'existe pas, effectivement, et à l'époque, on croyait que c'était de la matière, et c'est pour ça que j'avais encore éther en tête, mais c'est vrai que comme ce n'est pas une matière, mais maintenant composé de plein de sous-branches, l'éther ne veut plus rien dire, donc oubliez juste quand j'ai dit l'éther, c'était la seule interrogation. Voilà, c'était la seule interrogation, mais pour l'époque, parce qu'à l'époque l'éther existait, maintenant ça n'existe plus. Maintenant, je crois que du coup, c'est la chimie organique, entre autres. Bref, commentaire suivant, merci pour la précision, évidemment.
Ces enfants abandonnés par l'État, protection de l'enfance, la vidéo sur la protection de l'enfance. Filka qui nous dit dysfonctionnement entre décision de justice et les moyens pour mettre en œuvre. En gros, le juge prononce un jugement qu'on ne peut matériellement pas appliquer, comme si on envoyait de nouveaux prisonniers dans une prison déjà surchargée. Il faudrait une autre cour de justice qui pourrait dire stop, votre jugement n'est pas applicable, trouvez autre chose ou des moyens. Et en effet, et je pense que le problème, c'est que cette autre cour est censée être le ministre de la Justice, et que en fait, on a un vrai problème, je crois, aujourd'hui au niveau de la justice, c'est qu'elle est sous-financée. On manque de moyens, mais je pense que c'est même de manière générale, je pense que c'est un des problèmes, pour moi, hein, du capitalisme, c'est que, en fait, on fait un semi-capitalisme. Moi, ce qui me semble être la meilleure solution, pour tout vous dire, je le répète pour la xème fois, mais pour moi, capitalisme ou communisme ou que sais-je, tous les systèmes en fait ont des avantages et des inconvénients, et en fait c'est un mix de tous les systèmes qui correspond le mieux à, on va dire, l'utopie qu'on se fait d'un monde parfait. Et donc en fait le problème c'est qu'aujourd'hui je pense qu'on est dans un système capitaliste qui a tendance à oublier qu'il y a des choses qui doivent être financées notamment par l'État et par le bien commun, et qui a tendance à un peu, je vais dire, enlever des concepts qu'on dirait communistes. Alors quand je parle du communisme ici, je vais parler dans l'idée générale qu'on se fait du communisme, tout comme je parle de l'idée générale qu'on se fait du capitalisme. On va pas rentrer dans les détails, mais en très gros, on oublie de financer enfin, j'allais dire les sociétés publiques, mais c'est pas des sociétés du coup, hein. Mais voilà, tout ce qui est aide à la population, en fait, aide des plus faibles. Et c'est vraiment triste parce que c'est pourtant primordial pour éviter des problèmes dans le futur, et notamment des personnes qui pourraient devenir des dangers, sûrement par leur parcours de vie ou par, voilà, quand je parlais notamment aussi dans la vidéo des personnes qui étaient influençables parce qu'on a tous des moments de faiblesse dans la vie, eh bien, voilà, dans ces moments de faiblesse dans la vie, on doit avoir des supports, et je me rappelle, c'est un policier qui disait ça dans une interview, mais par exemple, c'était après un massacre, un homme qui avait tué toute sa famille. Et il avait dit, mais si vous avez des pensées suicidaires, si vous vous sentez pas bien, parlez-en autour de vous. Donc ça, c'est très important, effectivement. Mais il disait, mais si vous n'avez personne à qui parler, appelez-nous, donc la police, et nous vous enverrons vers quelqu'un qui peut s'occuper de vous. Et pour moi, c'est ça, en fait, l'important. C'est que tout le monde n'est pas entouré. Il y en a plein qui sont isolés. Et ces personnes isolées, il faut qu'elles aient toujours un échappatoire, parce que sinon, ça part en vrille, en fait. Et pour moi, on néglige un peu cet échappatoire-là, et ça pourrait être explicable, selon moi encore, là, par le fait qu'on fait face, en politique, hein, à des gens qui, malheureusement, n'ont jamais eu ces soucis d'être seuls, ou de ne pas avoir d'argent, ou de ne pas avoir de... Voilà, enfin, de ne pas avoir... Enfin, voilà, de ne pas avoir de support, en fait, je vais le dire comme ça. Et ces personnes-là, du coup, n'ont pas conscience de ce que ça veut dire que d'être vraiment seul et d'avoir besoin d'aide, et d'avoir personne à qui en parler. Et du coup, elles pensent que ça n'a rien... Enfin, que finalement, comme eux, ça va, ils ont une sorte de biais où ils disent que ça va pour tout le monde. Et c'est un peu problématique. Bref, commentaire en suivant. Ah bah non, j'avais dit qu'on finissait sur le football. Ben non. Ah oui, c'est le dernier commentaire, et je voulais absolument le souligner. C'est Hervé Masquelier qui nous dit ça. Je ne sais pas si tu connais la chaîne de notre compatriote belge, Le Chat Sceptique. Il vient de faire une vidéo qui résume bien le foutoir de notre pays. Déjà, le jeu de mots, je le valide. J'avais pas vu là au premier abord, j'avais même pas tilté, putain, j'avais été fatigué. Parfois, je lis les commentaires le matin. Et j'ai la tête dans le fiac, comme on dit dans le milieu. Donc c'est dur. Mais... Mais effectivement, le chat sceptique, alors moi j'en avais fait une vidéo, moi aussi, hein, en 10 minutes, mais bon, moi c'était rien de structuré, j'avais fait vite fait, bien fait.
Enfin, vite fait, mal fait. Le chat sceptique, hein, qui est un sceptique que je vous conseille très fortement de suivre, eh bien, vient de faire une vidéo sur le fonctionnement de l'État belge, et c'est beaucoup plus beau, beaucoup mieux présenté. Je ne peux que vous conseiller d'aller la regarder, j'essaierai de vous la mettre en fiche. N'hésitez pas à aller la mater. Tout simplement, il fait des vidéos qualitative. Voilà, eh bien, c'était le dernier commentaire de cette semaine. Hein. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à donner votre opinion dans les commentaires. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.